Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tant une histoire que tu veux raconter, il y a un numéro WhatsApp à l'écran là, envoie ton histoire par WhatsApp en note vocale sur le numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube dans les 10 histoires de la journée. On poste une histoire, une vidéo de 10 histoires chaque jour sur YouTube, DMG TV. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et si ce que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc, on va commencer avec la première histoire. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire, si c'est au Cameroun, si c'est à Dakar, si c'est au Brésil, au Sénégal, au Ghana, Guinée, Maroc, Mali, Dubaï. Écrivez en commentaire. Donc on va commencer première histoire. Je vous demande d'écouter attentivement s'il vous plaît. Bonjour DMG. Bonjour. C'est pour raconter une histoire qui m'est arrivée à moi personnellement. Je suis du Cameroun, mais je ne vis pas au pays. Je suis dans un autre pays d'Afrique. Je ne voudrais pas mentionner le nom. C'est une histoire qui m'est arrivée à moi personnellement. En fait, ça fait 2 ans que je suis arrivée ici et je suis restée comme ça. Je me suis dit, avec la mauvaise renommée des gens dans le pays où j'habite, où tout le monde fait des fétiches et tout ça, on ne sait pas qui on va rencontrer. Et je suis allée presque à 1 an et demi, j'étais seule. Et la solitude et tout ça, j'ai rencontré un compatriote. Je me suis dit, voilà quelqu'un, il est des miens, peut-être on peut mieux s'entendre. Ok, tout commence, je crois que c'était au mois de juillet. Ça commence au mois de juillet, on s'est rencontrés dans un restaurant avec d'autres compatriotes, on s'est échangé des numéros. Et directement, quelques jours après, il a commencé à m'appeler, on a commencé à se fréquenter. Mais curieusement, le premier jour que je suis arrivée chez lui, je me suis assise sur le canapé. Et quand je me levais de là, j'étais déjà malade. Je n'ai pas compris comment. Ça faisait peut-être plus de 2 ans, je n'ai pas eu mal à l'estomac. À peine je suis entrée dans sa maison, avant de rentrer de là, je n'arrivais plus à bien marcher parce que l'estomac n'allait pas. J'ai pris ça, je me suis dit peut-être que j'ai mangé quelque chose qui n'était pas bien et tout ça. Ok, j'ai négligé. Et en passant, moi je suis une personne moi je prie beaucoup et souvent, pas souvent, très souvent, quand quelque chose va m'arriver, le Seigneur me montre ça. C'est comme ça que lui et moi, on s'est mis ensemble, puisque moi-même, j'en avais besoin, avec la solitude et tout ça. C'était pas pour de l'argent, non. On s'est mis ensemble, on a commencé à se fréquenter. Je passais plus de temps chez lui. Un matin, je devais aller au travail. Il me dit, ok, moi, je suis entrée dans la douche, j'ai commencé à me laver. Pendant que je me lavais, il m'a retrouvé dans la douche. Il me dit, ok, comme je dois te déposer au travail, c'est mieux qu'on gagne du temps, on se lave ensemble. Pendant que moi, je faisais ma douche, il se lavait. Il se lavait les dents plutôt, excusez-moi. Et quand il a fini de brosser ses dents, avec le dentifrice et la salive et toute la saleté de sa bouche, il a craché sur moi. Attends, j'ai tiqué, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je l'ai regardé très mal. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit en rigolant, c'est mon marabout qui m'a demandé de te faire ça pour que tu ne me quittes pas. Je lui dis, mais ça c'est quelle histoire? Il me dit que non, je suis en train de blaguer. C'est parce que toi tu vois le mal partout. Ce n'est rien. Jusque là, moi je n'étais pas convaincue. On est parti, je suis allée au travail. J'ai travaillé toute la journée. Cette histoire, ça m'a beaucoup taraudé l'esprit. Je me suis dit, cette histoire, c'est pas pour rien. Ce n'est jamais pour rien. Je suis revenue le soir, je l'ai appelé. Je l'ai appelé maintes fois, le faire asseoir pour me dire ce que ça veut dire, pourquoi il m'a craché dessus. Il me dit non, c'est rien. Lui, il était en train de s'amuser et tout ça. Je lui ai dit non, moi, c'est pas les amusements. Ok, ça, c'est parti. Un jour, quelque temps après, je me lève un mercredi, parce que les mercredis, généralement, je ne vais pas au travail très tôt. Le mercredi, je n'arrive pas à me lever. Je lui dis, je ne me sens pas bien.
Je ne me sens pas bien. Du coup, je ne suis pas sortie pour aller au travail. Vers 14 h, il était là, il travaillait à la maison. Je lui dis, s'il te plaît, accompagne-moi à l'hôpital. Il me dit, non, 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 lui, il est très occupé. Il est très occupé. Il a du travail en retard. C'est là où je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre dans le taxi afin que moi, je puisse moi-même aller à l'hôpital? Je suis allée à l'hôpital. Dès que le médecin m'a ausculté, m'a demandé, madame, vous êtes avec qui? Je lui dis, je suis seule. Il me dit, mais comment vous avez pu marcher seule jusqu'à l'hôpital? Il m'a ausculté, on m'a mis en observation, on m'a placé la perfusion. Apparemment, ma tension était montée à 18. Des choses que je n'avais jamais eues avant parce que moi, je n'ai pas les problèmes d'hypertension. C'est comme ça qu'en soirée, on m'a libérée, on m'a donné une ordonnance, je suis rentrée à la maison. Jusque-là, j'ai essayé de me remettre, ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas toujours. Je suis allée chez moi. Une nuit, le soir, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que je me suis mis avec un homme, pourtant ce n'est pas ta volonté, parce que ce n'est pas ce que tu nous demandes de faire. Mais Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Je me suis endormie, c'était même pas un sommeil, parce que généralement, quand le Seigneur, Dieu me montre des visions, c'est pas un sommeil profond. Quand je me couche, dès que je ferme un peu les yeux, c'est comme si c'est un rideau qui s'ouvre devant moi, je vois ce qui arrive. C'est comme ça que je vois, Dieu me montre dans mes rêves comment toute la partie, parce qu'il avait craché sur moi au niveau de la poitrine. Dieu me montre comment toute ma poitrine est en train de pourrir, la peau de ma poitrine est en train de pourrir. Mais je suis sautée, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je me réveille en pleine nuit, je commence à prier. Quand je me réveille le matin, ce matin-là même, je me rends compte que j'ai les boutons au niveau de toute la poitrine. À ce niveau-là, au niveau du sein, du ventre, partout où les crashs avaient touché. C'est comme ça que je prends peur. Je me suis levée, j'ai appelé mon fils qui est médecin. Il m'a fait une ordonnance. Plus les jours passaient, plus la situation s'aggravait. Je n'arrivais plus à me lever, je n'arrivais plus à marcher. Entre-temps, lui, c'est de temps en temps qu'il m'appelle, il ne me rend pas visite, et rien, il est resté dans son coin, il appelle de temps en temps, il fut même un jour où je l'avais appelé, je lui ai dit, je voulais les oranges. Il a plutôt envoyé sa locataire me donner les oranges. Lui-même, il n'est pas venu. C'est comme ça que j'ai dit, j'appelle au pays, j'appelle mon pasteur. Le pasteur a fini de prier, il a prié. On a pris un moment de prière. Il m'a dit, ma fille, tu vas voir les gens qui te l'ont fait, ils vont se déclarer. Une nuit, je suis en train de dormir. C'est comme ça que je vois encore une nouvelle vision où lui, le monsieur est venu se placer derrière moi dans la vision. Il avait 3 boules dans la main. Il a voulu me les coller au dos et c'est comme si une force est sortie de moi, ça l'a projeté par terre. Dans le rêve, j'ai pris conscience. Quand ça l'a projeté par terre, il a commencé à s'enrouler. Je te dis, DMG, c'était comme dans la journée. Il a commencé à s'enrouler. Il dit, je brûle. Je lui dis, ah bon? Donc c'est toi qui es venu me faire tout ça? C'est toi qui m'as fait tout ça? Et j'ai continué à prier, à ajouter le trouble en lui, je me suis réveillée. Le matin, parce que j'ai fait ce rêve vers 5h30. Quand il était 8h, il était devant ma porte. Parce que chez nous, généralement, tu ne peux pas aller chez quelqu'un si la personne ne t'attend pas parce que toutes les portes sont verrouillées. C'est comme ça qu'il m'a appelé à partir du bas. Il me dit, ah, je suis en bas, je suis venu te rendre visite. Viens m'ouvrir la porte de l'appartement. C'est comme ça que la dame qui est venue rester avec moi, une amie qui est venue rester avec moi, je lui ai demandé d'aller lui ouvrir. On lui a ouvert la porte. Dès qu'il est entré chez moi, il s'est assis, il n'a même pas fait 30 secondes. C'était comme s'il y avait des piquants dans la maison. Il est sorti comme si on l'avait barré, comme si on le poursuivait. Il est parti. Moi, j'ai continué dans la prière, je me suis rétablie. Et depuis ce temps, ça c'est au mois de septembre. Depuis ce temps, la relation s'est arrêtée. On n'a pas eu de problème, rien. Il ne m'appelle pas, peut-être une fois après 2 semaines, il m'appelle. Comment tu vas? Je voulais vérifier si tu vas bien. Ok, ça a commencé j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Mais comment, à chaque fois qu'il m'appelle, il dit, je voudrais vérifier si tu vas bien.
Dernièrement, il m'a appelé. Je travaillais, mon téléphone sonnait. Je ne l'ai pas décroché. Après, il m'envoie le message. Il me dit, juste pour ça, vérifier comment tu vas, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu te portes bien. Je lui ai envoyé le message en lui disant, depuis que je ne viens plus chez toi, je me porte très bien. Et je lui ai, au-dessus de ça, je lui ai dit, il faut arrêter la sorcellerie. Sinon, ça va te conduire en enfer. Et DMG, depuis ce jour, il a bloqué mes numéros. Il m'a bloqué de partout. C'est un peu pour dire à mes frères, à mes soeurs plutôt, même aux garçons, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas toujours pour de l'argent qu'on nous fait du mal. Pas toujours. Le monde est devenu très méchant. Tu rencontres une personne, avec honnêteté, tu es avec la personne. Pourtant, la personne te fait des choses derrière. Avant de rencontrer, quand tu rencontres quelqu'un, avant d'aller avec une personne, s'il vous plaît, cherchez à savoir quelle est son identité spirituelle. Parce que beaucoup sont ici dehors en peau d'agneau, pourtant c'est des loups, pour arracher nos vies, pour nous vider de tout ce que Dieu a déposé en nous. Donc vraiment que nous fassions très très attention, surtout les femmes, parce que la femme est plus victime que l'homme. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Excusez pour la longueur de mon histoire. Ça m'est arrivé à moi-même. Donc les femmes, prenons conscience. Moi, je ne suis pas une jeune fille, je suis une jeune femme, c'est vrai. Et c'est vrai, la jeunesse va avec les hommes à cause de l'argent. Mais aussi, il y a des bourreaux dehors. Même sans argent, même si tu es sérieux, sincère avec lui, il te fait du mal. Donc c'est un peu ça que je voulais partager. Merci beaucoup pour l'histoire. J'espère qu'on apprend de cette histoire, tout le monde, moi-même aussi. Donc, laissez des likes, likez la vidéo, partagez la vidéo. On va passer à la deuxième histoire. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Laissez des likes et cliquez sur le petit pouce comme ça là. Bonjour DMG TV. Ça fait quelque temps que je suis votre émission et j'ai décidé de raconter une histoire que moi aussi j'ai vécue. Donc, j'étais partie à Yaoundé en fin d'année 2020. En début d'année 2021, j'étais là à la maison, je ne connaissais personne, je n'avais pas d'amis, je regardais la télé, je suis tombée sur une chaîne de télévision dont je préfère taire le nom. Et je voyais, ils faisaient des programmes de prière, de louange et d'adoration. Et je regardais chaque jour, j'étais fidèle à leur programme. Et un jour, j'étais à la maison, je n'avais rien à faire. Je me suis dit que c'est mieux que j'aille j'aille regarder la télévision. J'aille participer à l'église au lieu de passer mon temps à la maison. C'est comme ça que je me rends donc à l'église à 16h, c'était un mardi. Dès que j'arrive, moi je croyais que c'était un programme de prière, de louange et d'adoration comme je connais. Mais on me fait savoir que c'est juste... Aujourd'hui, c'est une consultation prophétique que le prophète va consulter chacun à tour de rôle. C'est comme ça que on doit donner un cahier sur lequel chacun devait mettre son nom. On a écrit nos noms. Et dès que le prophète est arrivé, il a commencé à consulter. Donc, c'était à tour de rôle. Dès que mon tour est arrivé, on me dit que j'arrive, on m'appelle. Je monte sur l'estrade pour rencontrer le prophète. Dès que j'arrive, le prophète me dit que on a attaché mes pieds. Moi, j'ai eu peur, j'ai regardé mes pieds, je n'ai pas vu de lien. C'est comme ça que je voulais enlever mes chaussures, mais je n'enlève même pas tes chaussures, monte parce que ton cas est difficile. J'ai quand même enlevé mes chaussures parce que tout le monde a levé les chaussures avant de monter sur le tapis. C'est comme ça que j'enlève mes chaussures, je m'assois. Il me dit que ouais maman, on a voulu attacher tes pieds. Je lui dis que c'est qui? Il me dit que c'est une femme. Elle s'appelle maman Victorine. J'ai fouillé dans ma tête. Je lui ai dit que je ne connais aucune femme au nom de maman Victorine. Il me dit que je ne peux pas la connaître parce que c'est le nom avec lequel elle opère dans la sorcellerie. Je suis restée tranquille. Après, il me dit que tu es venu voir ou tu es venu trouver la solution. Il dit que je suis venu trouver la solution parce que moi j'avais un peu peur parce que je me disais que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc, je me suis assise, je suis restée assise. Il me dit que je vais donner mon offrande. J'ai dit quoi à l'argent? Il me dit que oui. J'ai ouvert mon porte-monnaie de 2000. Mon porte-monnaie, j'ai pris un billet de 2000, j'ai déposé. Il a fait sortir une poterie, c'est un petit canari en terre cuite, couvert d'un mouchoir blanc.
Il a enlevé le mouchoir, j'ai mis les 2000 dedans, il a recouvert avec le mouchoir, il a recouvert le canari avec le mouchoir. Il me dit que quand il fait sortir le mouchoir, si le canari, si c'est que c'est une histoire très compliquée. Je suis restée tranquille. Il ne faisait que me demander si je suis venue voir ou bien si je suis venue trouver la solution. Après, il m'a demandé si je fais comment pour... je suis mariée. J'ai dit non, je travaille. J'ai dit non. Il dit que tu fais comment pour subvenir à tes besoins. Il dit que je vis en famille. Ma famille prend soin de moi. Il me dit que ok. Aujourd'hui là, on va te délivrer. J'ai dit que ok. Il ne faisait que me demander, tu es venu pour voir ou bien tu es venu trouver la solution. Je lui ai dit que ouais, je suis venu trouver la solution. C'est comme ça qu'il a appelé. Il me dit qu'il a appelé une femme. Maman ancienne, maman ancienne. Dès que maman ancienne est arrivée, il dit à maman ancienne, on a failli gâter la fille ici, mais aujourd'hui là c'est fini. On va lui faire 4 bains de purification. C'est comme ça que j'ai suivi maman ancienne dehors. Maman ancienne m'a fait asseoir sur un hangar, sur un canapé. Je me suis assise. Il y a un monsieur qui était là dans la cour, il avait une veste rouge. Il était placé là, il y avait une fille. Elle a puisé l'eau, elle est partie poser l'eau dans une chambre. Elle est sortie, le monsieur en veste rouge s'est enfermé dans la chambre. Et puis, quand il s'est enfermé dans la chambre, après il est sorti. Dès qu'il est sorti, il a pris l'eau. La jeune fille est partie porter l'eau, elle l'a mis aux toilettes derrière. Maman ancienne m'a dit de venir. Dès qu'elle est venue, j'entre, je trouve que ce sont les toilettes. Elle me dit que d'entrer, j'entre, je trouve que c'est les toilettes, il y avait une chaise. Elle me dit pose ton sac, je pose mon sac. Elle me dit déshabille-toi. Je dis quoi la mère, je ne suis pas venue me laver à l'hôpital. Elle me dit à l'église. Elle me dit que comment ça, tu n'as pas entendu ce que le prophète a dit. Il a dit qu'on te fasse 4 bains de purification. J'ai dit non, moi je ne suis pas venue me laver, je ne me lave pas à l'église. Elle a insisté jusqu'à j'étais aussi catégorique. Pendant ce temps, j'ai essayé de regarder l'eau qui est dans le seau. Cette eau avait été rouge, ça avait la couleur de la grenadine, avec de l'huile au-dessus et une calebasse noire à l'intérieur. J'ai eu peur, il a dit que je ne me lave pas, j'étais catégorique. Elle m'a dit que ok, comme tu ne te laves pas, viens alors. Je suis revenue m'asseoir sur le canapé, c'est comme ça qu'elle est partie appeler les hommes dans son église. Là-bas, ils sont à l'église, ils étaient peut-être 4 ou 5. Ils sont venus. Ils voulaient me persuader de me laver. Ils m'ont dit que voici la Bible, ils m'ont donné la Bible, que je dois lire le livre d'Esther. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire le livre d'Esther. Ils me disent que on a lavé Esther pendant 365 jours dans la Bible pour qu'elle devienne reine, pour qu'elle soit intronisée reine. Mais moi, je suis une femme chrétienne, je connais la Bible. J'ai dit, mais comment? On n'a pas lavé Esther, on lui a juste remis des parfums, des aromates et puis des huiles pour qu'elle se lave, elle se oigne, pour qu'elle soit belle le jour qu'elle va rencontrer le roi. Ils ont commencé à me persuader de me laver. Moi aussi, j'étais catégorique. Il y a le monsieur qui était en veste rouge a commencé à gronder. Quand on vous dit de vous laver à l'église, vous ne voulez pas. Mais quand c'est chez les marabouts, vous partez vous laver. J'ai dit que vous m'avez vu chez les marabouts. Je ne me lave ni à l'église, ni chez les marabouts. Moi, je crois que c'était juste un programme de louange et d'adoration. Mais comme c'est déjà affaire de se laver, moi, je ne me lave pas. Parce que moi, j'ai refusé de me laver parce que je savais qu'on ne manque pas sa nudité à n'importe qui. N'importe qui ne regarde pas sa nudité de quelqu'un. C'est comme ça que j'ai refusé de me laver. J'ai dit qu'en tout cas, moi, je rentre. Je ne veux plus, je pars. Ils ont dit que comment ça, je dois d'abord rentrer là-bas dehors, aller rencontrer le prophète. Entre-temps, ils avaient dit au prophète que j'ai dit que je ne me lave pas. J'ai dit que non, ça va. Moi, je ne vais plus aller rencontrer le prophète, je pars. Ils ont insisté que je dois d'abord rencontrer le prophète avant de rentrer. Quand je suis allé rencontrer le prophète maintenant, le prophète là-bas, je suis arrivé, le prophète était furieux, il était fâché. Il me dit que on a dit que tu as dit que tu ne te laves pas, dis-moi pourquoi. Il dit que moi je ne connais pas le bain qu'on prend dans les églises. Il me dit quoi? Il dit que je ne connais pas le bain qu'on prend dans les églises, là moi je ne me lave pas. Il était fâché, il me dit que ton offrande c'était combien? J'ai dit 2000 francs. Il a dit à la femme là qui prend là que remettez-lui son argent. Quand la femme là me remettait mon argent, il dit remettez-lui son argent et qu'elle s'en aille. Ils m'ont chassé de l'église. Dès que je suis sortie là, je tremblais jusqu'à y avait la sueur partout. Je me demandais encore dans quoi est-ce que je suis venue me mettre. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi à la maison. Et ici, j'aimerais dire à mes bien-aimés ici que même quand on veut servir Dieu, il faut qu'on ait le discernement. Il ne faut pas qu'on aille dans les églises au hasard comme ça. Il faut qu'on demande d'abord le discernement à Dieu. Parce que tu peux aller dans une église et tu trouves que c'est même pas une église, c'est une secte. Merci. Voilà. C'est son histoire, c'est son expérience. Et on est là, on a écouté comme elle a raconté.
chacun se fera son opinion des églises et moi j'ai toujours mon proverbe là, c'est pas parce qu'il y a des faux billets que les vrais n'existent pas. Pas parce qu'il y a des faux pasteurs que les vrais n'existent pas. Et ainsi de suite, vous pouvez continuer. Hein. Donc, laissez-moi des commentaires, on passe à la troisième histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Laissez des likes s'il vous plaît. Bonjour DMG, j'espère que ça va bien et que le petit village se porte bien. Vraiment, les histoires sont de plus en plus édifiantes, tout ce que j'entends. Et j'ai entendu l'histoire de la petite qui parlait la dernière fois. J'ai eu beaucoup de peine. Franchement, faisons vraiment attention parce que en plus c'est édifiant, ça fait peur quoi. Nous vivons dans un monde que nous ne maîtrisons pas, qui fait vraiment peur. Voilà, moi je vais te raconter une histoire que j'ai vécue avec mes sœurs dans les années 90. En 90, le président avait décrété une année blanche. Donc du coup, on partait plus à l'école. On devait plus aller à l'école. Donc mon père a décidé comme ça que de partir au village. De partir au village pour passer tout le temps là-bas au lieu de rester à Abidjan s'emmerder et tout. Comme ça, on part au village et tout chez mon oncle. Parce que lui n'avait pas encore terminé sa bâtisse. Donc, on est parti au village chez mon oncle. La première semaine, les choses se passaient bien. La deuxième semaine, les choses se passaient bien. Et après la semaine qui a suivi, il y avait... on regardait à l'époque, ceux qui connaissent en Côte d'Ivoire, chose comme on appelle les ciné-nuits. C'était des films qui passaient les samedis soirs à partir de 23h jusqu'à minuit 30. Le film finissait. On va se coucher. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Diokwe, pour ceux qui savent. Pour les Ivoiriens qui sont ici sauront. Et on va se coucher. 1 heure après, on entend des pas de bottes dans la maison. Comme un défilé militaire, quoi. Là, c'était va-et-vient, en un point fini. On n'a pas pu fermer l'œil. On est resté là, on avait peur. Et surtout, quand on est arrivé, il y avait toujours un hibou derrière la maison. On ne comprenait pas trop. On s'est dit... Quand on en parlait à ma tante, à la femme de mon oncle, elle trouvait toujours quelque chose à redire. Moi, elle n'était pas très gentille, elle n'était pas très serviable, donc amicale. Donc, elle, on ne s'occupait pas trop d'elle. Donc, quand on a entendu les pas, on allait voir mon oncle, on lui a expliqué, « Ah, mais tonton, dans la nuit, on a entendu tel pas et tout. » Il a dit, « Ouais, vous ne venez pas déranger, nous perturber notre existence ici. Vous, les gens, les trucs de la ville, nous, ici, on est là, il n'y a pas de tout ça et tout. » Oh, ok. L'après-midi, on allait chez mes cousins et puis on leur a expliqué. Mes cousins, non, que ce que vous dites, c'est vrai, parce que la famille qui était là avant vous vivait des événements assez étranges dans cette maison-là. Que la fille même elle a eu des problèmes, elle est devenue pratiquement folle. On s'est dit, oh, donc du coup, on n'est pas fou. Ça fait qu'on ne dormait pas trop à la maison. On dormait chez les cousins, on dormait un peu par-ci, par-là. J'ai des cousins qui venaient nous chercher, on faisait 2 jours avec eux. Après, la petite sœur de mon papa est venue nous chercher. On est parti au village, on est resté là-bas tout le temps. Et 2 semaines avant de repartir sur Abidjan, on est revenu chez mon oncle parce qu'on avait toutes nos affaires là et tout. Et ma grande sœur avait son fils, notre première, elle avait son fils qui avait 2 ans, qui se lavait et tout, elle est en train de le laver et puis il a crié, maman, le monsieur, il montrait du doigt, monsieur, bon, il parlait pas bien et tout, mais l'enfant n'était vraiment pas bien. Et tout ça, on dit à mon oncle qui dit que c'était des bobards. On s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand on est rentré, on en a parlé aux parents. Les parents se sont dit, bon, c'est des vieilles bâtisses et puis c'est le village, donc il y a forcément des petits trucs. Bon, ils n'ont pas considéré. 2 mois après, ils appellent les parents pour dire que la femme de mon oncle a été hospitalisée d'urgence. Donc les parents maintenant vont aux nouvelles et on lui explique parce qu'elle vendait de la viande. Donc du coup elle s'est réveillée à 4h du matin, le temps de se préparer et puis elle rencontrait les chasseurs à mi-chemin. Elle prenait du gibier qu'elle partait revendre au marché. Donc ce jour-là, comme elle a l'habitude de le faire, elle s'est réveillée à 4h du matin. Elle allait prendre sa douche et en sortant de sa douche, elle est tombée nez à nez avec le monsieur. Il te l'a tabassé normalement, chicoté normalement comme son enfant. Elle était couverte de bleu partout, elle ne pouvait même pas parler.
Et elle est tombée, les gens ont entendu le bruit, ils sont venus, ils l'ont envoyé à l'hôpital et tout, elle était inconsciente. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit à son mari non, qu'elle ne reste plus dans la maison, qu'elle a été chicotée par un revenant. C'est quand elle est partie, après ils se sont renseignés apparemment, le monsieur, il avait été tué par sa femme, donc forcément il ne voulait pas qu'elle loue la maison pour ne pas bénéficier de son travail, donc il effrayait tous ceux qui passaient. Et ceux qui le voyaient au premier gars, eux ils partaient, hein, les gens déménageaient, mais comme eux ils se sont entêtés, c'est pour ça qu'il a chicoté. Mais nous on était bien contents parce qu'elle n'était pas gentille, donc on s'est dit waouh, franchement le monsieur il a fait ce que nous on devait faire si on était du même âge qu'elle. Mais bon, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a vécu, donc voilà, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Voilà, bisous. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. On passe à la 4e histoire. 4e histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMJ, j'espère que tu te portes bien. J'ai une histoire à partager avec toi. C'est une histoire que j'ai vécue. Voilà. Alors, c'est quelque chose de surnaturel. Voilà. Je vais dire aux parents, avant de raconter cette histoire, que il y a des choses qu'il faut éviter de faire dans la vie avec les enfants. Dès que ton enfant a une grande note, ton enfant est premier de la classe, ton enfant excelle dans les études, tu vas dire à tout le monde, oh ma fille a eu première de sa classe, hein. Ma fille elle est comme ça, hein. Oh mon enfant est comme ça, oh mon enfant est comme ça. Tout le monde n'est pas d'accord n'est pas content pour la réussite de vos enfants. J'interpelle les parents qui, moi je vais dire, qui vendent leurs enfants, qui exposent leurs enfants. Voilà. Donc c'est un peu ça. Déjà j'ai commencé les études. J'étais vraiment pour les personnes qui vont reconnaître mon thème vocal, qui écouteront cette vidéo ici au Gabon. Ceux qui ont fréquenté avec moi beaucoup, qui vont reconnaître, les parents et consorts, savent que j'étais vraiment une bombe à l'école. Hein. J'étais toujours entre les 2 premiers, jamais entre les 3 premiers. Mon cycle primaire, j'avais toujours les tableaux de notes. Quand j'ai eu mon CEP, j'ai eu mon CEP très tôt, à l'âge de 8 ans. J'ai 9 ans. C'est là où j'ai eu mon CEP. Donc, ça me faisait quoi, 9 ans, 6e. Et à l'époque, c'était des... Pour trouver en 6e, tu restes avec les papas, les mamans. En 6e, les filles qui avaient déjà les seins, d'autres qui avaient déjà des enfants, tout ça là, l'école publique au Gabon, tout le monde connaît à l'époque. Voilà, donc pour dire que j'ai eu mon CEP en 2004, voilà. Quand je suis arrivée en 6e, c'est là où tout a basculé dans ma vie. Déjà, mon père et ma mère me discutaient à chaque fois. L'autre dit non, je veux garder. L'autre dit non, c'est pas pour toi, non, c'est pas. Et à chaque fois, mon père me sortait toujours des paroles. Si tu restes avec ta mère, tu ne seras jamais comme ça. Tu ne vas jamais faire comme ça. Et il y a des paroles qui ne partent pas sans faire effet. Il y a des paroles qui ont des impacts sur la vie de vos enfants. Les paroles que vous sortez sur la vie de vos enfants ont toujours un impact, peu importe. Donc du coup, mon père disait toujours, si tu restes avec ta mère, tu seras bête. Si tu fais comme ça, tu seras comme ça. Et c'est nanani, nanana. Donc, du coup, quand j'arrive en 6e, moi, je dis à mon père que par rapport aux conditions, avec là où je vivais avec lui, qui n'était pas bonne, tout ça là, puisqu'il ne vivait plus avec ma maman, je dis à mon père que non, moi, je ne veux plus rester chez toi. Je préfère aller chez ma mère. Et du coup, les deux m'ont discuté et on a dit à l'enfant de choisir.
tu veux rester chez ton père ou chez ta mère? J'ai dit, je vais chez ma mère. Donc du coup, mon père a dit, ok, d'accord, va chez ta mère, mais on verra. Et je vous jure que j'ai commencé à broyer du noir en classe de 6e. Je ne voyais plus rien à l'école, je ne comprenais plus rien. À chaque fois que j'arrivais à l'école, j'étais déjà partagée entre deux mondes, hein, déjà, entre le monde physique et le monde spirituel. Parce que quand je suis arrivée en 6e, je commençais à communiquer avec les morts. Moi, je voyais des gens morts que mes copines à l'école ne voyaient pas. Donc, tout le monde m'appelait à l'école la folle. Tout le monde disait que j'étais folle, je piquais des crises. Et quand j'arrive à l'école, il y a des serpents partout sur les tables bancs. Je n'arrive pas. À chaque fois que je vais recopier les leçons, je vois soit un monsieur qui me dit que si tu recopies la leçon, tu vas voir ce que je vais te faire. Et après, on me chassait toujours de l'école. Donc, j'avais plein d'événements surnaturels, bizarres, que je disais à mes parents, je disais, je vois comme ça, on disait, oh, elle est folle, oh, l'enfant là, elle est folle, l'enfant là, elle est comme ça, mais moi, je voyais. J'avais atteint un stade où, DMJ, si tu dois mourir demain, je vais te dire, écoute, demain, tu vas mourir parce que là, je te vois dans ton cercueil en train de porter ta croix et tu es là en train de te pleurer. C'est toi qui vas mourir demain. Et je communiquais avec des gens qui me disaient toujours comme ça. Et il y a des gens qui mouraient, qui me disaient, est-ce que tu peux aller voir mes parents là-bas? Tu dis que je ne suis pas encore partie. Je suis là, je gère. Et là, à l'époque, je vivais à Ovendo. Donc, il y avait eu un jeune, on était tous novices dans le quartier, nouveau dans le quartier, on venait à peine d'arriver. Donc, il y a un jeune d'Aoun qui apprenait à Oungou qui était mort. Je sais pas, par noyade et tout. Donc, à chaque fois, il venait à ma barrière. Je le voyais, je parlais toujours avec lui. Le soir, il était toujours en tenue. Je dis, mais tu fais quoi en tenue? Il me dit, non, je ne peux pas arriver chez moi. Je suis seule, abandonnée. Mais va à telle maison là-bas. Tu dis à telle dame que moi, je suis là, je ne suis pas encore partie. Il faut qu'il trouve le moyen de me faire partir. Donc, j'allais souvent dans les maisons des gens, aller donner les nouvelles, des gens morts. Et je m'étais fait des amis surnaturels, des amis esprits. Parce que avec des amis de notre monde là, d'autres n'arrivaient pas à m'accepter. J'avais une amie, paix à son âme, elle m'acceptait telle que j'étais en classe, à l'école. Elle me disait, je sais que tu n'es pas folle. Si tu dis que tu vois des choses, c'est vrai. Mais je voyais des choses. Et après, à la maison, même en famille, quand je disais aux gens, quelqu'un de la famille, mais tu vas mourir, on me frappait dessus. Je suis malade, on appelle ma mère, ta fille est folle. On me peut dire que je vais mourir et tout ça là. Même pas 3 mois, la personne meurt. Donc, c'était un peu ça. Et j'avais la capacité de voir le mauvais esprit qui animait les gens. Donc, moi, quand j'allais au marché, c'est déjà un truc que j'aime plus trop faire. C'est depuis que j'ai plus ça que je vais au marché, hein, le marché de Montbouet. Quand j'arrivais au marché de Montbouet, la majorité, sur 100%, on va dire, on avait peut-être une affaire de 60% qui était normale, des personnes normaux. Et le reste, ils avaient la tête en bas, les pieds en l'air, ils étaient genre à l'envers. Et après, il y a d'autres qui étaient animés par des esprits de singes. Il y a d'autres, je voyais le crâne. Il est devant moi, il me parle, c'est juste le crâne. D'autres, c'est le squelette. Donc, du coup, j'étais entre deux mondes. Franchement, j'étais entre deux mondes. Et on me disait que j'étais folle. On me disait que j'étais folle. Il a fallu que j'aille dans des églises et tout pour qu'on essaye de faire des prières, aller voir des prêtres. Je vivais à l'église, j'ai fait plus de 6 mois, 1 an dans une église. Dans une église, j'ai dû arrêter l'école parce que à chaque fois que je touchais un cahier ou un livre, j'avais un de ces maux de tête qui ne me lâchait pas. Si je ferme le cahier ou le livre, j'ai pas mal à la tête. Mais à chaque fois que je vais étudier les leçons, je veux lire un livre et tout, soit le sommeil, soit j'ai mal à la tête. Automatiquement, je dors devant le cahier, je dors en classe. Soit il y a les serpents, je vois plein de trucs bizarres, jusqu'à ce que on m'a chassée à l'école.
Dans mon rêve, l'esprit est arrivé, il m'a dit, écoute, si je te vois encore à l'école, tu vas mourir, donc de toutes les façons, tu dois 500 à l'école, donc je ne vais plus jamais te revoir. Le même jour que je suis allée, le lendemain, après le rêve, je suis allée à l'école. J'ai perdu connaissance, je me suis retrouvée en réanimation. Je ne suis plus jamais allée à l'école. Je ne suis plus jamais allée à l'école. Mais mes parents n'ont cessé de me discuter. Ils n'ont cessé de me discuter. Faites vraiment attention. Et je peux dire que par rapport à cela, ça a foutu ma vie en l'air. Ça a foutu mes études en l'air. Moi qui étais brillante avant, mais les boulots que je fais, des fois quand je raisonne, je parle, me dis, mais mademoiselle, votre place n'est pas ici. Hein. Vous êtes, vous n'êtes pas faite pour être là. Pourquoi vous n'avez pas terminé les études? C'est par rapport aux circonstances de la vie. Donc, je tenais à dire aux parents, faites attention. Les hommes avec qui vous faites les enfants, les femmes avec qui vous faites les enfants. Évitez de discuter les enfants. Évitez de faire le bruit sur les enfants parce que l'ennemi peut profiter par là. L'ennemi peut profiter par là de cette occasion pour gaspiller l'enfant. Tout ce qui a de bien, ce qui arrive de bien à votre enfant, qu'il soit intelligent en classe ou qu'il soit maboule en classe, prenez tout, mettez ça dans votre ventre, fermez vos bouches. On était dans une cour commune. Les enfants des autres qui étaient bêtes. Vous pensez que les parents étaient contents? Oh, pourquoi il n'y a qu'elle? Et c'est moi qui ramenais les tableaux d'honneur dans la famille. C'est moi qui amenais les tableaux d'honneur sur toutes mes cousines et moi dans la cour. Mais moi, j'étais toujours entre les 3 premiers. J'étais toujours entre les 3 premiers. Si je suis première, le mois là, peut-être au mois prochain, je peux être deuxième. Seulement une seule fois que je suis sortie 3e. Mais tout ça là, c'est quoi? Et moi, je dis c'est la faute à mes parents. Moi, je rejette le tort à mes parents. Parce qu'avant, dès que j'ai le tableau d'honneur, tout le monde est déjà au courant. Oh, elle a eu comme ça. J'ai un petit truc. Oh, elle a eu comme ça. Ma fille comme ça, mon fils comme ça. Non. Non. Vous savez que nous sommes en Afrique. La famille africaine n'est pas... Elle n'est pas du tout bien. Même les frères et sœurs, tout le monde ne peut pas se réjouir du bonheur des enfants des autres. Tu ne vas pas être heureux, l'enfant de l'autre fait l'école, toi ton enfant il est maboule. À un moment donné, ça frustre. C'est pour vous dire quoi? Quand vous avez vos enfants travaillent bien à l'école, qui travaillent bien ou pas, gardez ça pour vous. Évitez de vendre vos enfants. Parce que moi, j'appelle ça vendre les enfants. Exposer la vie de vos enfants. Tout le monde va... Ah, elle est intelligente. Au contraire, c'est là où l'ennemi est aux aguets. Il cherche parmi les enfants qui est intelligent. Ah, au fait, là-bas, on proclame trop les mérites. On vend trop les mérites de tel enfant. Bon, on va opérer là-bas. Si mes parents ne me discutaient pas, si mes parents ne vantaient pas mes mérites à l'école, je serais loin aujourd'hui. Je serais loin aujourd'hui. Donc, c'est ce message que je voulais faire passer aux parents. Peu importe les notes que votre enfant gagne à l'école, peu importe dans quelle matière il est doué, de quelle façon il est doué, protégez vos enfants. Nous sommes en Afrique, les temps deviennent mauvais. Protégez vos enfants. Et si vous faites des enfants avec des hommes ou des femmes, évitez de les discuter. Évitez de prononcer des paroles néfastes à l'encontre de vos enfants parce qu'il y a des répercussions, il y a des retombées. Merci. Voilà, vous avez écouté l'histoire. Donc, je vous demande de liker la vidéo, laisser vos commentaires. Et on va passer à la 5e histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir à vous. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue à Yaoundé, en Balmayo. Oui. J'étais en Balmayo avec mon cousin, on fréquentait dans le même lycée, au fait, dans le même lycée. On a l'habitude parfois d'aller à l'école ensemble. Et en allant à l'école, on passait toujours par la longue route parce que le lycée était situé du côté de la côte. Ok.
Un jour, un matin, il pleuvait quand on se rendait au lycée. Il pleuvait. Et vous savez, quand il pleut, oui, comme je disais, voilà. Hein. Ah, vous savez, quand il pleut, vous ne pouvez pas vous mouiller. Bon, on passait vers la grande route. C'était très tôt le matin, on devait avoir évaluation. Moi et mon frère. Nous voilà qui cheminons sur la route. Subitement, voilà la pluie. Voilà une pluie qui s'engage. Et encore, c'est encore très tôt le matin. Donc, quand c'est très tôt le matin comme ça, le ciel est sombre. On a l'impression qu'il est encore 5 heures du matin. Voilà. On a donc décidé de s'abriter. Il y a une petite maison là, sur la route qui était abandonnée. On a donc décidé de s'abriter là, moi et mon frère. Alors, nous voilà qui nous abritons en attendant que la pluie c'est bien sûr pour qu'on puisse continuer pour aller en cours. Merde. Voilà une jeune fille qui passe sur la route, dans la pluie. Mais mon frère me dit, regarde-moi la fille là. Regarde-moi la fille là. Qu'est-ce qu'elle fait sur la pluie? Elle ne peut pas s'abriter. C'est là où je lui réponds que chacun a ses problèmes. Peut-être elle est plus précise. Mon frère dit non. Elle peut attraper froid. Attends, je vais l'appeler. Voilà mon frère qui appelle la fille. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites sur la pluie? Vous ne vous abritez pas? Elle ne répond pas. Il dit, soyez au moins poli. Vous connaissez les garçons. Quand il veut peut-être aborder quelqu'un, c'est l'expression qu'on utilise. Qu'est-ce que vous faites sur la pluie? Vous ne vous abritez pas? Elle n'a pas répondu. Il est quitté où nous on était. Il est parti vers elle. Elle a dit non, je suis pressé, on m'attend loin. Mon frère lui dit, on t'attend loin. Mais abrite-toi au moins avant que la pluie finisse, avant que tu continues ton chemin. Elle dit, ok, merci. Mais il ne faudrait pas que 7 heures me trouve. Il dit que même si 8 heures te trouve, l'essentiel c'est ta santé. Mon frère tient non sa main, il s'abrite. On s'abrite. On parle de rien du tout. Il commence à la faire la cour. Tu es jolie, je ne sais pas pourquoi tu te mouilles. Mieux, même tu ne partes même pas. C'est où là où on t'attend, là, c'est quoi? C'est ce qu'on va faire en sorte qu'une belle fille comme toi souffre comme ça. Bon, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Je suis changé de numéro. Bon, elle a dit, elle a dit à mon frère, donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler. Mon frère lui a dit, non, donne-moi aussi ton numéro. Elle a dit que non, si tu ne veux pas, tu peux laisser. Mon frère a donc décidé ok, il a copié son numéro sur un bout de papier. Il lui a remis. Nous voilà qui rentre. La pluie est finie vers 7h30. Bon, ça a baissé et puis bon, on a décidé de continuer. Nous voilà arrivés à l'école. Après la journée, en rentrant, le soir à la maison, il était peut-être 22h. Il était 22h et nous étions à la maison. Voilà un numéro qui l'appelle. Oui, bonsoir. C'est moi que tu as... C'est avec moi qu'on était le matin quand vous avez décidé que je vienne m'abriter avec vous. Je veux te voir. Mon frère lui dit, hey, mais tu veux me voir, c'est à l'heure-ci que tu veux me voir. Renvoyons ça au matin. Elle lui dit, non, si tu ne veux pas venir maintenant, tu laisses. Vous savez, les hommes, quand vous voulez quelqu'un, parce qu'elle était très belle, elle était très belle même. C'est là où mon frère décide de sortir de la maison, à l'exception de la mère. Il passe donc par la fenêtre de derrière pour aller rencontrer la fille. La fille lui dit, sors juste, je vais te voir. Donc, elle connaissait déjà la maison, sans qu'on lui amène dans la maison. Hein? On ne l'avait jamais conduit à la maison. Mais elle était là devant la porte, parce qu'on avait une porte en tôle là, avec des murs griffonnés. Elle était juste là dehors. Elle était là, dehors. Mon frère décide de sortir. Il la voit maintenant dehors. Il dit, hey, qui t'a montré ma maison? Elle ne répond pas. Elle dit que j'étais juste... C'est tout ce qu'elle lui a dit, c'est que j'étais juste suivi. Bon, il dit que oui. Pourquoi tu me vois à cette heure? Pourquoi ça ne pouvait pas attendre le matin? Elle dit que non. Le matin, moi, je travaille loin. On ne pouvait pas se voir le matin. Mon frère lui dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à cette heure-ci? Elle dit que
je veux qu'on passe la soirée ensemble. Mon frère lui dit, non, je viens encore chez nous, je fréquente. Si mes parents se lèvent là, ils ne me voient pas, ça serait le problème. Renvoie ça une autre fois. Peut-être quand les parents seront pas là, ils vont se déplacer pour Yaoundé. Je pourrais t'inviter, on pourra passer la soirée ensemble. Elle dit non, je veux que ça soit aujourd'hui. Mon frère lui dit, ok. Mon frère vient, il dit, laisse-moi, je vais parler à mon frère pour qu'il me couvre. Il monte maintenant, il vient à la maison, il me dit que, gars, la fille là, elle me dit qu'elle veut qu'on passe la soirée. Moi, je lui dis, elle veut que vous passiez la soirée ou demain il y a coup. Il dit que je ne sais pas. Elle a dit qu'elle va m'amener. Il dit que moi, lui, je sais que dit à mon frère, c'est que, gars, il faut être prudent. Il dit que non, c'est une fille naïve. Peut-être elle a aussi besoin de quelqu'un avec qui reste. Qui sait, peut-être c'est ma chance comme ça. Gars, je vais d'abord saisir, couvre-moi. C'est là où le gars part. Donc. Et moi, maintenant, je décide donc de le couvrir. Mon frère part. Moi, je lui dis avant de partir, c'est la nuit. Fais d'abord ta petite prière. On s'est donc concerté. Il a fait sa petite prière, il est sorti, il est parti. Moi, j'étais là. J'étais éveillé. Tout ce que mon frère m'a raconté. Voici le problème. Quand ils sont partis jusqu'à la grande route. Il y avait une voiture garée. Elle a dit qu'entre dans la voiture. Il a dit que c'est la voiture de qui? Il y avait un chauffeur à l'avant de la voiture. On ne voyait même pas le visage du chauffeur. Le chauffeur était bourré de gangs noirs. On ne voyait même pas son visage. Elle lui a dit, entre dans la voiture. C'est mon chauffeur, c'est ma voiture. Je tiens à te remercier pour le geste du matin. Tu m'as beaucoup aidé. Mon frère était bon. Il était flatté, il était indompté. Que non, il est tombé sur une fille riche. Il ne se faisait même pas d'idée. Elle dit que maintenant, on va aller chez moi. Tu vas voir ma maison. Il dit que ok. Ils ont roulé jusqu'à 2h du matin. Il dit qu'ils ont roulé jusqu'à un niveau, il a demandé que mais ta maison est que où? Et pourquoi il n'y a même plus de maison, on ne voit rien en route. Bon, ils ont roulé sur une route, ils ne voyaient plus rien en route. Absolument rien. Ils faisaient que rouler. À un moment, ils ont traversé un pont. Dans la nuit, il était 2h. Il était dans la voiture avec lui et le chauffeur qu'on ne voyait pas son visage. Ils ont traversé un pont. Après le pont, ils ont roulé. À un niveau, la maison était là. Une maison, la maison était là. Ils sont entrés dans la maison. La maison était là. Quand ils sont arrivés, la porte de la maison s'est ouverte. Ça s'est ouvert seul. Ils sont entrés, le chauffeur a garé la voiture. Ils sont entrés. Mon frère, dans la maison où ils sont entrés, il n'y avait pas de chaise. Il y avait juste un grand tapis au salon. Il n'y avait rien. Il y avait un tapis, une ampoule. Il n'y avait même pas un ustensile de cuisine ou bien de meubles à la maison où ils étaient. C'est là où il a commencé à paniquer. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Il a senti qu'il était entre de mauvaises mains. La fille lui dit, assieds-toi, je vais t'amener à manger. Avec la peur, bon, il ne voulait pas aussi attirer son attention. Il a dit, ok, il s'est assis. Elle est entrée dans la chambre. L'erreur qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas totalement fermé la chambre. Mon frère paniquant, avec la foi en lui, il s'est levé, il s'est dirigé vers la cuisine, il a commencé à paniquer, il s'est dirigé vers la chambre où elle était. Il s'est dirigé vers la chambre. Quand il est arrivé dans la chambre, c'est là où il lui a vu, en bien torse nu, en train d'incanter le repas. Elle a incanté un repas, un gros poisson avec un jus grenadine. Ok. Quand il a maintenant vu ça, il a couru, il n'a pas attiré son attention. Avec son courage et sa foi, il est revenu s'asseoir. Elle est donc sortie de la chambre et lui dit que voici le poisson que j'ai brisé pour toi, j'espère que ça va te plaire. Il a dit merci. Il s'est assis. Mais il a dit que non, je ne vais pas manger maintenant, je vais manger après. Mais est-ce que je peux sortir, téléphoner? Mon frère m'a appelé, je voulais comprendre ce qu'il allait me dire. Elle a dit, téléphone ici. À 7h, la nuit, on ne sort plus.
C'est là où il a dit non, je veux quand même sortir. S'il te plaît. Elle lui a donc permis de sortir, mais qu'il ne sort pas hors de la barrière. Parce que d'abord, la barrière était bloquée. C'est quand il s'est levé, il s'est dirigé jusqu'à ce qu'il a ouvert le premier portail. Il s'est mis à courir en appelant Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. En pleurant, en criant. Seigneur, sauve-moi. Elle lui a maintenant donc vu, elle a vu les gestes. C'est là où elle a donc maintenant venu, elle a décidé, elle s'est transformée en hibou. Elle a donc décidé de venir interrompre ça. Il a couru jusqu'au portail. Il a poussé le portail. Il dit un portail bourré, des gros portails bourrés là, en chemin. Il a poussé le portail. Quand il a poussé le portail, il s'est retrouvé dehors, perdu dans un endroit où il ne connaissait pas. Il a commencé à courir. J'ai dit, il a couru de 2 heures jusqu'à 4 heures. Il s'est retrouvé en criant, en pleurant. Jusqu'à 4. Seigneur, fais en sorte que rien ne m'atteigne. Seigneur, que tout ce qui va m'arriver soit nul et sans effet. Je te prie, oh Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas. Il s'est retrouvé, quand il courait. À un moment, il était épuisé. Parce que vous savez, on ne peut pas faire plus de 2 heures de temps de course. La nuit, sans torche, tu ne connais même pas où tu pars. Il ne faisait que courir. Il ne faisait que courir. Abattu. La nuit, tu cours à 2 heures. Il n'y a rien, tu ne vois rien, tu ne sais pas où tu pars. À un moment, quand il courait, il s'est retrouvé sur une route. Sur la route, il y avait un lampadaire en face. Bon, c'était un petit village. Il s'est dirigé vers le village là, en courant, abattu, affaibli. Arrivé au village, il a toqué la première porte. Il est tombé. En tout cas, la première porte, c'est un papa Bafia. Un papa Bafia qui est sorti et a ouvert la porte. Quand le papa Bafia a ouvert la porte, il a dit c'est quoi? Il s'est précipité, il est entré. Papa Bafia a refermé la porte. Il a dit c'est quoi mon fils? Il a expliqué tout au papa. Quand il a expliqué tout au papa, le papa a commencé à faire les petits rites traditionnels pour le protéger. Il a fait les petits rites traditionnels pour le protéger. Il est blindé. Ils sont restés en prière jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Il n'a pas pu dormir. Jusqu'au matin. Il était dépassé par ce qu'il arrivait. On était jeunes. On avait à peine 19 ans. Oui, c'était 19 ans, je crois. C'était 19 ans. C'est où le matin? Parce qu'il était à 70 km de notre village. Le village, c'était quoi? C'était Ikok, un truc comme ça. Quand il a dit il sortait le matin dont le papa et lui, ils ont emprunté une moto. Ils ont emprunté une moto à... La moto les a déposés loin en ville. En ville, ils ont emprunté les taxis des petits voyages là. Avant que les taxis des petits voyages là soient revenus jusqu'à la maison. En arrivant à la maison même, on avait un pressentiment. On était dans la prière. Tout n'allait pas. Moi, je sentais que quelque chose arrivait à mon frère. Quelque chose arrivait. Jusqu'à ce qu'ils arrivent le matin et puis on les accueille. Quand on les accueille, donc, c'est là où mon frère a relaté tout ce qu'il a vécu. Il a relaté tout ce qu'il a vécu. Quand il a relaté, mon père a décidé de partir voir vraiment où ils étaient. On a parcouru des kilomètres. On n'a jamais, au même endroit où il a dit que la maison était là. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien. C'était la brousse. Il n'y avait pas de maison. Il n'y avait rien. Donc, voyez un peu comment le monde est. Le conseil que je vais donner, c'est quoi? Ne vous laissez jamais attirer par les personnes. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas en vous, quand vous sentez que vous voyez que quelque chose ne va pas, ce n'est pas un bon si c'est une mauvaise personne. N'interpellez même pas la personne. Parce que c'est cette tentation. Ils sont en nombreux dehors, nombreux partout. Partout dans tous les coins. Ils utilisent 1001 manières. 1001 manières pour assombrir les gens. Pour atteindre les gens.
après ça, jusqu'au jour. Donc, merci beaucoup pour l'histoire. Laissez des likes, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On passe à la 6e histoire. 6e histoire. Bonsoir DMG, joyeuse fête à tout le monde. Voilà, c'est encore moi. Bonsoir. Je vais expliquer, j'ai tellement d'histoires qui me sont arrivées dans ma vie là. Mais bon, on va aller pas à pas. Tout ça, c'est pour amener les gens à comprendre beaucoup de choses. Moi, je partais beaucoup au pays parce que j'avais fait un petit bar là-bas. Courant 2007, fin 2006-2007. Donc j'étais très souvent, j'étais régulière à Abidjan. Et je me suis, à l'époque, il y avait encore un vol qui passait, qui était un peu plus moins cher que les autres, le vol libyen, Arikia. Donc j'aimais bien prendre ça. Et à Abidjan, les gens qui travaillaient sur le vol, c'est-à-dire chef d'escale, qui faisaient les contrôles ou au comptoir pour les bagages et tout. J'ai lié d'amitié avec eux parce que j'étais régulière. Et il y a un dedans, vraiment on est devenus amis. Donc quand je pars comme ça, je lui envoie des parfums, des déodorants. Il m'invitait, on allait manger avec mes soeurs et tout. Et moi aussi, souvent même quand je vais à Abidjan comme ça, que je prends le taxi, j'aime bien causer. Et il y a un chauffeur de taxi qui est handicapé, à qui je me suis attachée aussi. Donc, il m'accompagnait, il m'appelle, maman, tu as besoin de faire des courses, je suis dispo. Donc, quand j'ai besoin, je lui dis, bon, il peut laisser, on arrive dans la course que je vais faire. Il gare le taxi, il attend, et en fin de journée, quand on rentre, on va manger ensemble et tout. Je lui donne de l'argent. Donc, il faisait sa recette, en fait. Souvent, je lui dis, non, va tourner quand je serai prête. Il dit non, je ne vais pas te laisser seul, voilà, parce qu'Abidjan n'est pas trop en sécurité et tout. Donc c'est comme ça, il était devenu comme un frère pour moi. Et j'avais une autre amie, quand j'arrivais aussi, avec elle je tournais, je faisais tout. Si un jour elle vient sur la page de DMG, elle pourra témoigner. Donc un jour comme ça, mon ami qui travaillait à l'aéroport là, il m'invite à Port-Bouilly. Il me dit, il a insisté, il me dit, tu viens seul, hein? Tu prends un taxi, tu arrives, je paye. Moi, je ne maîtrise pas trop, parce que moi, quand je quittais Abidjan, vraiment, il y avait un peu de brousse partout. Et puis, du coup, tout a commencé à changer. Donc, il y a des coins que je ne maîtrisais plus. Donc, j'appelle ma copine, je dis à ma copine, ah tiens, je vais taire son nom. Voilà, il y a mon ami là, de l'aéroport là, qui m'invite. Mais c'est bizarre. Depuis hier, il me dit de venir seul. Elle me dit, comment ça, tu vas aller seul? Moi, je vais t'accompagner. Il dit, ah, mais je ne comprends pas. Il dit, non, tu ne vas pas seul. Je dis, ok. Et pendant qu'on parlait de ça, j'étais dans le taxi, mon jeune chauffeur. Ah, il a dit, ah, maman, ben, demain, normalement, je ne conduis pas demain, mais je vous accompagne aussi. J'ai dit, mais donc, il dit, non, le taxi dort avec moi, donc... je t'accompagne. Je dis ok. Donc quand on arrive, le jour je l'appelle, je lui dis je suis dans le taxi, mais sans toutefois lui dire que je suis avec mon ami qui connaît et mon chauffeur. Donc quand on arrive, lui il est assis avec des gens, mais c'est-à-dire c'est des paillotes en bordure de l'eau même, de la mer même. Après ceux qui connaissent bien Abidjan, après Port-Bouilly, à Djoufou, quelque part là-bas, mais vraiment au bord de l'eau. Donc quand on arrive, déjà, il est fâché parce que je ne suis pas venu seul. Et lui, il était avec des gens, mais des gens vraiment très bizarres. Tu vois, des gens mais bizarres que je ne connais pas. Pourtant, il y a des fois où il m'invitait, on était avec ses amis, ses collègues et tout. Souvent même, moi, je l'invitais, on partait un peu dans mon bar. Ben, les personnes avec qui il était là, vraiment, étaient tellement bizarres. Mais bon, ça ne m'a rien dit. On s'est assis, ils ont commandé à manger. Mais il n'était pas... Sur son visage, on avait l'impression qu'il n'était pas content. Voilà, donc il me parlait bizarrement et tout, mais bon. Et pas loin de là, il y a un hôtel, je crois.
c'est un hôtel. Mais il faut prendre un couloir et l'hôtel donne sur la plage, sur la mer. Donc, quand tu es là, même où on était assis, il y a les vagues, tu entends les vagues et tout. Et moi, j'aimais bien, voilà, j'aimais bien. J'ai dit, ah, c'est bien, il fait pas trop chaud. Et il m'appelle, il me dit, viens, je vais te voir. Donc, je me lève et il me met la main sur l'épaule, quoi. On marche, bon voilà. C'est mon ami, donc ça m'inquiète pas plus que ça. On prend le couloir et je sais pas si je vais appeler ça une vision ou bien quoi, mais j'ai eu comme l'impression qu'on voulait me tuer. Mais je suis resté bloqué et ma tête a grossi. C'est comme si j'ai vu des couteaux, j'ai vu des gens avec des couteaux. Mais je suis resté peut-être 30 secondes ou 1 minute, mais je n'étais pas moi-même. Et puis, en même temps, j'entends ma copine derrière. Ah, c'est ici, vous êtes venu. Et il a enlevé sa main sur mon épaule. Et le chauffeur aussi a suivi ma copine. Et la vision que j'avais vue, je vois une fille sortie d'une chambre sur un plateau. Il y a des couteaux, comme s'ils avaient servi du café ou je sais pas, de la nourriture dans les chambres. Mais c'était la fille qui est sortie avec le plateau. C'est ce que j'avais vu en fait. Donc je suis resté là un moment. Et puis ma copine, elle me demande, ça va? Je dis oui, ça va. Mais j'étais lourde, j'avais la tête, j'avais des frissons. Et on est retourné s'asseoir. À peine on s'est assis. J'ai dit, bon, moi je vais rentrer. Il dit, oui, nous aussi même on va rentrer, nous aussi on va rentrer. Donc toute la nourriture qui a été commandée, on n'a pas touché. Mais j'étais devenu bizarre. Donc quand on prend le taxi, on remonte. Ma copine, elle me demande, ça va? Le chauffeur, mon petit chauffeur, il dit, maman, ça va? Puis je leur ai expliqué. C'est là, les Ivoiriens qui vont écouter ça, ils connaissent l'ethnie Adjoukou, en Côte d'Ivoire. Mon chauffeur était à Adjoukou. Et lui, il a fait la danse de, comment on appelle, génération, je sais pas quoi, leur danse. Et il avait fait ça il y avait 1 semaine. Donc, non, il devait faire ça dans 1 semaine. Donc, je pense qu'ils font des sacrifices, ils rentrent dans des bois sacrés. Donc, ils ont un peu des visions. Enfin, moi, c'est des choses que je ne connais pas. Et ma copine dit, bizarrement, quand le gars a dit, viens, je vais te parler, qu'on s'est levé, les autres ont commencé à se regarder, ses amis avec qui lui, il était. Ils avaient un sac qui était là. Elle avait comme l'impression qu'il y avait des machettes. Ou, c'est pas, elle dit c'est l'impression. Elle ne peut pas affirmer, mais c'est l'impression. Donc, elle a senti ça bizarre. Donc, du coup, elle s'est levée pour venir voir. Et mon chauffeur, il dit, il a ressenti la même chose. Donc, il a dit, même si je suis handicapé, parce qu'il est handicapé, c'est d'un pied, mais il était bien en forme. Il dit, au moins, je pourrais défendre les filles. C'est comme ça, lui, il a suivi ma copine sans qu'elle ne sache qu'il la suivait. Moi non plus, je ne savais pas qu'elle me suivait. Et quand on est rentré, je vous dis, cet ami-là ne m'a plus jamais, mais je dis bien jamais appelé. Et comme c'était sur le vol où il travaillait que je prenais, et à chaque fois que, parce que les vols sur Afriquia, c'était lundi, mercredi et vendredi. Quand je dois prendre le vol, il n'est jamais là. Quand je demande à ses collègues, ah non, il ne travaille pas aujourd'hui. Pourtant, j'avais tout son programme. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec lui jusqu'aujourd'hui. Donc, quelque part, faites trop confiance aux gens. Ce que je peux dire, la morale dans le truc, faites trop confiance aux gens aussi. Souvent, ça peut nous amener à notre perte. Mais quand tu as bon cœur dans la vie, Dieu même envoie des anges pour te sauver. Ce jour-là, je pouvais peut-être partir seul et je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Donc, voilà un peu mon histoire. Il y a d'autres histoires. J'ai encore une autre histoire concernant mes jumeaux, DMG. Je reviendrai plus tard. Bisous à tous et bonne fête. Bonne fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, laissez des likes, commentez, partagez. Apparemment, c'était des trucs de sacrifices humains, là, des crimes, voilà, les sacrifices humains. Donc, on passe à la 7e histoire.
7e histoire. Voilà, donc j'ai retrouvé votre chaîne pendant que j'étais en train de fouiller sur mon portable, enfin disons sur mon ordinateur, et j'ai découvert qu'il y avait des histoires mystiques sur votre chaîne. Donc j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans le passé. J'étais dans mon village. Pendant que je dormais, je savais que dans mon songe, il y avait des bœufs qui me poursuivaient. Et d'abord c'était des chiens, après des bœufs. Je courais et je suis rentré dans ma chambre. Pendant que je dormais, dans le même songe, un chien qui aboie dans la fenêtre. Alors que dans mon village, il n'y a pas de chien, parce qu'on n'élève pas les chiens. C'est interdit. Alors, à un moment donné, je me suis réveillé et je suis sorti pour aller faire pipi. Et je me rends compte qu'en ouvrant la porte, il y a quelque chose, c'est comme si je me suis dépassé avec une personne. C'était la nuit, mais là, je ne dormais plus. Alors, je suis allé faire pipi, et puis je suis revenu. Mais la personne, l'esprit que j'ai raconté, c'est-à-dire la personne ou ce que j'ai raconté, cet esprit est rentré dans la chambre de mon frère. Parce que c'était une grande maison. Alors quand je suis revenu le matin, je me suis réveillé et j'ai raconté cette histoire-là, ce songe. Mais pendant que je racontais le songe, sa femme, la femme de mon frère qui était là, elle a dit oui, dans mon songe, j'ai aussi appris le son, enfin, le chien, le bruit, enfin, comment on dit, le bruit du chien, c'est-à-dire le chien qui aboyait. Alors ainsi donc, j'appelle mon frère et je lui dis, fais attention parce que la nuit, en sortant, j'ai comme l'impression que je racontais quelque chose, mais comme si c'était une personne qui me dépassait, qui est rentrée dans ta chambre. Donc fais attention, il dit, oh, bon, il a minimisé cela. Bon, pour moi, souvent quand je fais un songe, il est exactement ce que j'ai vu, c'est ce qui se réalise. Donc moi, je tenais, puisque je me connais en songe, j'ai tenu à prévenir mon frère. Et il n'a pas pris ça, il a pris ça à la légère. Bon. En ce moment, je n'étais pas chrétien, je ne priais pas, bon, mais j'avais Dieu en moi. Parce que je croyais, j'étais vraiment un croyant sans aller à l'église. Mais je croyais que Dieu existait. Et quelques jours après, mon frère est tombé malade. Alors, quand j'ai raconté l'histoire à sa femme dit, effectivement, ton frère, il est malade. Et je crois qu'il avait une insuffisance rénale, ou bien il y avait un diabète qui le rongeait. Alors, je lui ai fait comprendre que je dis, allez-y vous faire soigner parce que le songe que je fais, quand je fais un songe comme ça, il est très dangereux. Donc, allez-y soigner. Et moi, je suis venu à Paris. Et pendant qu'ils sont allés le faire soigner, alors, dès que je suis arrivé, on m'appelle pour dire que mon frère est décédé. Mon frère est décédé, ça pour vous dire que les esprits là, qu'il y a des problèmes, on a souvent des problèmes, mais la sorcellerie, bon, il y a certaines personnes qui ne croient pas, mais il existe des sorciers au village. Donc voilà ma petite contribution, l'histoire que je vais vous raconter. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup pour l'histoire. On va rapidement passer à la 8e histoire. Hein. On passe à la 8e histoire rapidement. Bonsoir DMJ, j'espère que tu vas bien. Voilà, je tenais à partager une petite histoire avec vous. Les jeunes filles de maintenant là, faites vraiment attention à la vie, faites attention au dehors. Les parents, vous avez pour obligation d'inculquer des valeurs à vos enfants et de les prévenir. Toujours les prévenir. Le dehors est très dangereux. Moi, j'étais vraiment amie avec ma grand-mère. Hein, et du coup, moi, ma grand-mère me disait toujours, de toutes les façons, tu n'es pas belle. Hein, tu n'as pas une beauté qui fera en sorte que l'homme verse les millions sur toi. Sache que quand tu vas connaître les hommes, elle me répétait ça chaque fois. Quand un homme va te donner beaucoup d'argent, là, sache que tu auras ton cercueil, tes funérailles, et nous, on va rester avec la monnaie. Ça, c'est beaucoup, hein. C'était toujours les paroles que ma grand-mère me sortait. Donc, du coup, j'ai grandi avec ça. C'est resté en boucle, ça tournait en boucle dans mon cerveau. Mais après, tu sais, les enfants, comme ils sont têtus, ils sont toujours comme ils sont. Donc, nous sommes toujours comme nous sommes. Et après, moi, à l'époque, j'aimais pas les hommes. Moi, je les appelais les rieneux, hein. T'as rien à m'offrir, je vois que t'as rien à m'offrir. Tu es fade, parce que moi, j'aimais bien tout ce qui brillait. Donc, c'est comme ça que je fais la rencontre d'un monsieur, ingénieur OTP. Donc, il m'interpelle dans un quartier de la place, parce que j'ai longuement vécu dans lui. Je vivais à lui, donc comme ça que je sortais pour aller prendre un verre avec des amis. Il m'interpelle, mademoiselle, il me fait la cour et tout. J'aimerais vous inviter à prendre un pot avec vous, mais moi je dis au vieux que, ben écoute, si tu veux que je prenne un pot avec toi, c'est payant, hein. Seulement m'asseoir pour écouter tes histoires, c'est 100 000. Voilà. Et pour boire, c'est encore 100 000. Il me dit, ah bon, donc je dois te payer pour que tu écoutes mes histoires et puis pour le vin que toi-même tu dois boire. Je dis, bien sûr. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, ben donne d'abord. Le monsieur claque 400 colos. Il me remet les 400 000. Je prends les 400 000, je mets dans mon sac. Je m'assois avec le monsieur et tout. Après, le monsieur me dit, ben, tu prends quoi? Comme je vous ai dit dès le départ, moi, je travaille dans les hôtels et j'adore le cognac. J'ai dit au vieux que, ben, moi, je prends du cognac. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me sort 3 bouteilles de cognac. Du grand cognac. Après, il dit, j'ai tant d'argent à dépenser. Appelle qui tu veux, hein. On va boire. Mais dis pas à une Gabonaise d'appeler qui tu veux pour boire le vin. Alors, mais là, moi, j'appelle toute ma famille, hein. Et comme on était à proximité de la maison, ils sont arrivés. Mais ça ne suffisait pas. Le monsieur avait tellement d'argent que sur le coup, j'ai pas tiqué, hein. J'ai pas tiqué parce que moi, je me disais, bon, et moi, j'ai donné mes 400 000, je finis de boire mon vin. De toute façon, je ne vais pas rentrer avec lui. Je finis de boire mon vin, je prends mes 2 pieds, je rentre à la maison. C'est comme ça que le monsieur me remet sa carte et tout. Je vais taire le nom du monsieur. Il est vraiment influent. J'ai dit, ah, mais les 400 000 pour s'asseoir avec lui. C'est bizarre ça. On se sépare, il me laisse, le monsieur dit qu'il va partir, il me remet 1 million. Il me dit là, tu mets tes unités. Comme j'ai remarqué que ton téléphone n'est pas vraiment à la mode, tu te prends un joli petit téléphone, tu mets les unités et tu me rappelles quand tu vas bien te reposer. J'ai dit d'accord. Donc, je me retrouve en une soirée avec 1 400 000. Je cogite d'abord qu'il est là. Ça veut dire que le papa là, il a l'argent. Je sens qu'il va me mettre à l'aise. J'ai fini les 1 million là, 1 mois plus tard. Je rappelle le vieux. Bonjour monsieur, et tout, et tout. Il dit, mais j'attendais ton appel et tout, et tout. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit oui, bien sûr, on peut se voir. Il revient, il garde chez moi mon entrée à lui. À l'entrée du Cotton Club, quand le monsieur gare et tout, il m'a amené dans les restaurants, on allait en boîte, tout ça là. Il m'avait jamais dit qu'il voulait sortir avec moi. Un jour, il me dit, il va me remettre 3 millions ou 4 millions. Il veut qu'on aille à l'hôtel et tout. J'ai dit, mais moi, je t'ai dit que moi, je ne veux pas sortir avec toi. Hein. J'aime pas les vieux. Non, c'est pas pour sortir avec moi. Tu t'allonges juste à côté de moi, ne fais rien. J'ai dit, pardon.
Il dit oui, on va à l'hôtel, on se déshabille, tu t'allonges juste à côté de moi, je te prends dans mes bras, on ne fait rien, je te donne 4 millions. J'ai dit 4 millions comme ça. Il me dit oui, j'ai dit non, c'est si tu peux donner 4 millions, c'est que tu peux encore ajouter, parce que 4 millions, c'est pas une somme pour m'allonger à côté de toi. Il dit oui, puisque toi, tu n'aimes rien faire, donc je préfère que tu t'allonges à côté de moi, je te donne 4 millions. J'ai dit au monsieur, je veux pas. Il me dit 8. J'ai dit je ne veux pas. Il dit ok, d'accord. On a continué à se fréquenter avec le monsieur. C'était du genre, il n'a pas bousqué, hein. Il n'a pas bousqué les choses. On continuait à se fréquenter avec le monsieur. C'était toujours... Mais après, il fit un temps où, à chaque fois je demandais l'argent au monsieur, il ne me remettait pas les sous la journée. Il me remettait les sous que la nuit, à partir d'1h du matin. Il gare. Oh non, j'étais en réunion et tout. Viens prendre les sous que tu as. Inconsciemment, à chaque fois, je prenais l'argent. Un jour, ma copine me dit que, mais, puisque je vivais avec ma copine, je louais avec ma copine, elle me dit, mais est-ce que tu trouves normal que ton vieux papa là, c'est toujours à 1h du matin, aux heures tardives, qui viennent pour te donner l'argent? C'est pas normal. J'ai dit, ah, peut-être il a des choses à faire. Après, j'ai commencé à tiquer. Je dis, ok, d'accord. Un bonjour, il vient à midi, il m'appelle. Il connaissait mes jours de repos. Il me dit, ben, écoute, je suis garé chez toi, j'ai une surprise pour toi. On se dirige le côté de Batterie 4, pour ceux qui connaissent Batterie 4. Un quartier chic. On va dans un immeuble et tout. Il ouvre un appartement dans un immeuble chic. Hein. Il me dit, écoute, ici c'est ta nouvelle maison. Tu viendras, parce que je l'avais déjà dit, j'ai un enfant et tout et tout. On avait déjà amplement fait connaissance avec le monsieur. Il me dit, ben, à partir d'aujourd'hui, voilà ta nouvelle maison. 3 chambres, tout. Il y a l'immeuble, il y a la piscine en bas. Donc, il y a 8 appartements dans l'immeuble en question. Il me dit, non, tu vas maintenant vivre ici. Mais je vous dis, une maison équipée. Mais j'ai eu froid dans le dos. Et la maison là avait un froid. Elle était tellement fraîche, glacée la pièce, que c'était comme si c'était dans une chambre froide. Pour ceux qui connaissent les chambres froides dans la négative, là où on gèle, on dirait le froid du congélateur. Moi, je lui ai dit, j'ai commencé à avoir peur du monsieur. J'ai dit, mais non, s'il faille que tu me fasses une surprise, normalement, tu es censé me dire à moi de chercher une maison. C'est pas, tu vas chercher une maison équipée déjà, je ne sais pas. Auparavant, s'il y avait déjà des gens qui ont habité ici, ou peut-être tu as logé les copines qui sont mortes, je ne sais pas. J'ai dit, mais moi, ta maison là ne me parle pas, donc je n'en veux pas. Oh non, il a insisté, je dis, je n'en veux pas. Ok, d'accord, il est parti, il était fâché. Le monsieur a fait une affaire de 6 mois, hein. Il a oublié et tout. Un jour, il m'appelle, puisque lui et moi, on mangeait au restaurant de l'Étoile d'Or. Une fois, il m'appelle. Quand tu termines le travail, trouve-moi l'Étoile d'Or, là où on mange, mais mange pour le travail. Je dis ok, d'accord. Parce que souvent, il m'a raconté ses histoires avec son épouse. Donc, moi, je voyais que peut-être le monsieur cherchait une oreille pour l'écouter, parce qu'il avait souvent ses problèmes, raconter des histoires, patati patata. Et puis après, si j'avais des conseils à donner aux vieux, je donnais des conseils. Et il me conseillait bien. Donc, du coup, moi, je ne voyais pas d'inconvénient de me retrouver avec le papy. Moi, je le voyais comme un ange gardien qui était venu juste pour m'aider. Sans arrière-pensée. Moi, je n'avais pas l'arrière-pensée. C'est comme ça que le monsieur arrive, je demande, et tout, on me dit non, il est dans une suite. Ah, j'appelle, il me dit non, monte, je ne me sentais pas très bien là, donc du coup, j'ai dû prendre une suite. Mais le repas sera prêt. Quand tu as faim, tu commandes. Je suis allée, le numéro de la chambre, je suis arrivée. Je trouve le monsieur, il est en serviette. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais en serviette? Il me dit, non, faut pas avoir peur. Mets-toi à l'aise. J'avais pris une douche parce que je t'ai dit auparavant, je ne me sentais pas bien. Il y a mon médecin qui est arrivé, il m'a sculpté, donc du coup, il m'a demandé de me reposer. J'ai dit, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu prends? Je dis, tu connais, on a commandé, le room est arrivé. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner là. J'ai commencé à boire. Il me dit, normalement, je t'ai fait venir ici parce que ça fait déjà plus de 8 mois qu'on se connaît. J'aimerais avoir des rapports intimes avec toi, parce que ma femme à la maison, c'est pas vraiment ça. Je lui ai dit, mais non, moi, je ne veux pas coucher avec vous. Je vous l'ai dit dès le départ. Oh non, donne-moi ton prix.
Il a pris 10 millions comme ça, DMJ. Le papa a compté les 10 millions. 10 briques, il a ouvert sa valise. Il avait toujours une espèce de sac comme une mallette ou un trolley avec des petites roues qui tiraient souvent. Il a compté 10 briques sur le lit, mais dit, prends, donne-moi ton prix. On sort ensemble sans préservatif. J'ai dit au papa que, mais non, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas sortir avec vous. Oh non, donne-moi ton prix. J'ai dit, je ne veux pas. Il est rentré à la douche. Il a commencé à se fâcher. Il a commencé à se fâcher, DMJ, je te jure. Il est allé à la douche. 30 minutes, le vieux ne sort pas. 1 heure de temps, le vieux ne sort pas. J'appelle X, il ne répond pas. X, il ne répond pas. L'esprit me dit que tu es venu chercher quoi ici? Dépêche-toi de sortir. Sors, parce que la chose qui est dans la douche là, si ça te trouve là, toi-même, DMJ. Les grands hôtels là, hein, il y a des clés passes. Ce sont des espèces de cartes. Normalement, il y a la croche, il y a un porte-clés, une espèce de boîtier là où on met les cartes, les clés passes. C'est devant la porte. Donc, mais je te dis que le monsieur avait déjà caché la clé dans l'enveloppe de l'oreiller. Le temps qu'il était à la douche, j'ai cherché la clé. Je n'ai pas trouvé. Je faisais même le bruit dans la chambre. Lui, il était toujours à la douche. Il n'est pas sorti. Et la porte de la douche n'était pas complètement fermée. La porte était entrouverte. Et du coup, j'ai eu peur. J'ai commencé à avoir les frissons. J'avais peur d'aller regarder ce qui était à la douche. Ce qu'il faisait, si c'était transformé ou pas. J'ai cherché la clé. Un cœur me dit, fouille dans les oreillers, DMJ. Quand j'ai mis la main dans les oreillers, je te jure que monsieur t'a enfoui la clé passe dans, comment on appelle ça, l'oreiller. J'ai pris, comme je travaille dans les hôtels, je connais comment ça se passe. Mais franchement, même malgré que je travaille, pour ouvrir la clé passe là, c'était compliqué pour ouvrir la porte. J'ai ouvert la porte, je suis sortie. En sortant, j'ai croisé un jeune homme au couloir. Il me fait signe, ne passe pas par là-bas, ne passe pas, viens, viens. J'ai tremblé, il me dit, non, non, je travaille ici, là. Viens, viens. J'ai suivi le jeune, il m'a fait passer par l'escalier de secours. Il m'a dit, ne remets plus jamais tes pieds dans l'hôtel, là. Encore moins avec ce monsieur-là, parce que beaucoup de filles meurent dans les hôtels. On fait disparaître le corps. C'est la première et la dernière fois que je te vois avec ce monsieur-là. DMJ, je te dis que quand je suis partie, le monsieur me rappelle 1 heure plus tard. Donc, les 2 heures qu'il a fait à la douche, et sans compter la 3e heure, il me rappelle, donc ça veut dire quoi? En gros, 3 heures de temps après, peut-être qu'il s'était transformé et tout et tout. Tu es où? Tu es où? J'ai dit, je suis partie chez moi, ne m'appelle plus jamais. Pourquoi? Tu as fait quoi comme ça? Mais le monsieur était tellement irrité que je ne comprenais pas. J'ai dit, après, ok, d'accord. Le papy a raté son coup. Il m'a dit, tu es où? Je viens te chercher. Si tu veux, je te donne toute la mallette, toute la mallette. J'ai dit, pardon? Il dit, oui, tous les billets. C'est plus les 10 millions, je te remets toute la valise que tu as vue là. Toutes les liasses là, tu prends tout l'argent qui est dedans, tu prends. J'ai dit, ben écoute, tu as des enfants, non? J'ai dit, écoute, c'est pas à moi que tu vas remettre l'argent des funérailles. Hein, parce que je crois bien que pour tes 10 millions, ta mallette là, je crois que j'ai un beau caveau, j'ai un joli cercueil et qu'on sort. Donc moi, ne m'appelle plus jamais. Ne m'appelle plus jamais. DMJ, ça n'a même pas fait 2 jours. Il a envoyé la JR, le B2, me chercher que j'ai volé son argent. Parce que j'ai refusé de coucher avec le vieux. Donc c'est pour dire aux gens, aux jeunes filles, que faites attention. Les jeunes filles qui sont aveuglées par l'argent et qu'on sort là. Depuis ce jour-là, moi, j'ai plus aimé les grandes choses. Hein. J'ai plus aimé les grandes choses. C'est Dieu qui m'a sauvé. Si je n'avais pas eu le réflexe de chercher la carte pour sortir, est-ce que j'allais encore être en vie? Point d'interrogation. C'est pour dire aux jeunes filles que faites attention à vos fréquentations. Tout ce qui brille n'est pas or.
Ne suivez pas le luxe, ne suivez pas l'argent, parce que l'argent entraîne à la mort, à beaucoup de choses. On peut vous vider, vous donner des asticots, un peu comme certaines filles que je vois là où je travaille et tout ça là, qu'on vide comme ça. Donc, vraiment les filles, faites attention, le dehors est mauvais. Ces gens-là sont sans pitié. C'était ça mon histoire, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. J'espère qu'on apprend beaucoup de cette histoire, hein, nous tous là. Donc, laissez vos commentaires, vos impressions. Si vous avez un mot pour la dame, dites-le lui en commentaire. On va continuer avec la 9e histoire. Mais s'il vous plaît, laissez des likes, commentez, partagez, dites d'où vous regardez la vidéo. Et voilà. Bonjour DMG. Waouh. J'espère que vous allez bien. Ouais, très bien. En fait, je voulais juste vous dire que il n'y a pas une de vos épisodes que je rate. Franchement, j'adore vos émissions. Merci. Je jure. En fait, vous conseillez beaucoup. Et c'est important, surtout de nos jours. Bon, en fait, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je suis guinéen et j'habite en Guinée, Conakry. Bon, l'histoire se passe en Guinée, Conakry. Il y a une jeune dame très belle. Elle est partie en Europe, elle s'est débrouillée pour aller en Europe. Elle est allée à Paris. Elle est restée là-bas. Pendant 15 ans, elle est à Paris. Les 15 ans, quand un homme, en fait, quand elle sort avec un homme aujourd'hui, le lendemain, l'homme ne l'appelle plus. Et bizarrement, ça reste qu'une seule famille en Guinée, c'est sa mère. Toutes ses jeunes frères, jeunes sœurs, papa, tout le monde est décédé. Maintenant, c'est comme ça elle est restée. Et un jour, il y a une de ses copines qui trouve un mari en Europe là-bas. Et comme vous savez, chez nous, quand vous avez un homme, donc vous venez d'abord consulter vos parents ou bien consulter vos marabouts si l'homme là, il est bien pour moi ou bien s'il est comme ça pour moi aussi. Bon, comme ça. Donc, sa copine, elle arrive en Guinée. Arrivée en Guinée, elle est allée voir son marabout. Et quand elle a fini de consulter pour elle, elle a dit au marabout, au fait, j'aimerais que vous consultez pour... J'ai une copine, franchement, elle est belle, elle a tout, bien arrêté, elle a tout, elle est plus belle que nous. Et elle est à Paris, ça fait 15 ans, elle est avec nous là-bas, mais même deux fois pour sortir, pour aller en boîte, il faut qu'elle nous prête les habits, les chaussures. Mais on n'a pas de choix, on la donne. Parce qu'elle n'a rien. Quand elle sort avec un homme aujourd'hui, demain, le lendemain, l'homme ne l'appelle plus. Le marabout dit ok. Donc il consulte. Dès qu'il consulte, le marabout dit ah, ça là c'est difficile de... La fille dit quoi? La dame dit il dit quoi? Il dit ah, ça là, c'est personne d'autre, c'est sa maman. Elle était ébahie, elle dit, j'ai dit, vous avez bien consulté. Il dit, ma fille, c'est pas aujourd'hui qu'on s'est connus. J'ai dit, c'est sa maman. Sa maman, elle est une sorcière. Sa copine, c'est-à-dire, telle qu'elle connaît sa copine de Paris là, la monnaie dont elle tient sa maman, même si elle gagne 2 € aujourd'hui, le lendemain, elle met ça sur Western Union, elle l'envoie à sa maman. Parce qu'elle se dit que c'est elle seule qui reste pour elle, quoi. Tout le monde est parti. Le marabout dit, ok, il faut te connecter, je l'appelle, moi-même je vais la parler. Ah, la femme dit, voilà, tu as trouvé. C'est comme ça, elle s'est connectée. Elle appelle sa copine. Elle dit, ma copine, bon, comme je t'avais dit, bon, je suis chez mon marabout, j'ai consulté, bon, moi j'ai fini pour moi, mais il a quelque chose à te dire. Il dit, ok. Donc le marabout tient le téléphone et puis il commence à parler à la femme.
Il dit, ça va, il dit, ça va. Il va bien, ils se sont bien salués. Après, il dit, j'aimerais te dire quelque chose. Il dit, marabout. Il dit, avant ça d'abord, avant que vous me parlez, il dit, ça fait 15 ans que je suis à Paris. Même ce que je mange, c'est difficile. Elle dit, je sais pas. Ce qui m'arrive. Le marabout dit, oui, je sais. Ta copine, elle m'a tout dit. Il dit, mais je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu es courageuse? La femme dit, ah, papa, est-ce que tu es courageuse? Sinon, qui peut faire 15 ans ici avec tout ce qui m'arrive? Il me dit, ok. Est-ce que si je te dis quelque chose, tu vas me croire? Il dit, marabout. Il dit, bien sûr, je vais te croire parce que ma copine me parlait tout le temps de vous. Il dit, ah, ma fille. Il dit, ah, ouais. Tiens-toi bien. Et le marabout d'abord, la pose une question. Tu es assise ou bien tu es debout? Tu es arrêté? Il dit, non, je suis assise, donc assis-toi bien. Il dit, ça là, ma fille. Personne d'autre te fatigue. En fait, tout ce qui t'arrive, c'est ta maman. Mais avant ça d'abord, le marabout lui avait dit, est-ce que si je te dis, celui qui te fatigue, celui qui te fait, celui qui t'a lancé cette sorte, tu vas rembourser pour toi? La femme lui a dit que même si c'est ma propre mère, renvoie-le. Le mari lui a dit, ok. C'est comme ça qu'elle a dit, maintenant, assis-toi. Quand elle s'est assise, maintenant le mari lui dit, c'est ta maman. Elle a fait d'abord 5 minutes. Elle ne parlait pas. C'était là, bouche bée. Puis elle dit, papa, vous dites? Il dit, c'est ta maman. Elle est une sorcière. Elle dit, waouh. Ok, il n'y a pas de souci. Marabout, j'ai fait 15 ans, je suis à Paris. Un homme me trouve aujourd'hui, demain, c'est fini. Même ce que je mange, difficile. Même si je gagne 1 euro aujourd'hui, papa, c'est un moment que j'envoie. Je suis dégoûtée. Le marabout dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Parce que même moi, je sais ton histoire. Quand la fille dit, papa, faites ce que vous voulez. Hop, feu vert était là. Je jure, DMG, en plein 14 heures, la dame était là. Elle vendait, je sais pas, quelques fruits. Plein 14 heures. C'est comme ça on l'a lancé le soir. Et elle a commencé à lever ses pagnes. C'est sûr. Elle a commencé à crier. Oui, laissez-moi. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Les gens ont dit, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Elle dit, hey, c'est moi qui ai mangé mes 5 enfants. Oui. C'est moi qui ai tué mon mari. Oui. Ma fille là, elle, j'ai pas pu la manger. Parce que son sang là, aïe, on ne peut pas la manger. C'est amer. C'est amer. Oui. Arrêtez. Arrêtez. C'est comme ça qu'elle a commencé à crier. Il y a les gens non, qui sont engagés, ils ont appelé la dame en Europe. Yeah. Ma fille Yako, durant tout ça là, c'est ta maman qui te faisait souffrir. Elle dit, ah, c'est comme ça. Oh. Si c'est elle, ah ouais. Et puis ça n'a pas duré. C'est là où elle est tombée là-bas. Elle est décédée. Depuis lors, la femme, elle est libérée. Donc c'était ça, mon petit histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà. Tu vois, pour qu'on dit, il faut se méfier, non? Voilà, la maman de celle-ci là était derrière ces problèmes. Donc, on ne fait confiance en personne. On se méfie de tout le monde. Donc, on passe à la dernière histoire, 10e histoire. Mais avant, laissez des likes, commentez, partagez. Voilà, 10e histoire. Bonsoir DMG TV. J'espère que tu vas très bien. De mon côté, ça va grâce à Dieu. Je raconte cette histoire du Congo. Je suis au Congo. Mais cette histoire s'est passée au Cameroun il y a de cela peut-être 6 à 7 ans. Quand j'étais au pays, du côté paternel, du côté maternel, donc, comment dire,
le papa de ma mère avec sa nièce. Son papa, sa nièce en question, provenait du côté de sa sœur. Donc, c'est sa sœur qui avait mis au monde. Et elle avait mis au monde une fille. Elle s'est séparée avec le monsieur. Elle est allée faire sa vie ailleurs et le monsieur aussi est allé faire sa vie ailleurs. Ils se sont séparés après avoir conçu la petite. Les années sont passées, la fille a bien grandi, la fille avec un truc de 22 ans. La fille a dit qu'elle veut aller en vacances chez son papa. La maman ne voyait pas d'inconvénient. Elle acceptait, l'enfant allait de temps en temps en week-end et revenait. Le papa, lui, il était en relation, mais la dame en question ne vivait pas à la maison. Il ne vivait pas chez lui avec. Maintenant, un matin, subitement, la fille tombe malade. Quand elle tombe malade, on l'amène à l'hôpital, on fait le traitement, tout ça, mais ça n'agit pas. Parce que sa mort était mystique. Quelques jours après, elle rend l'âme. Quand elle rend l'âme, on prend le corps. On appelle sa maman parce qu'elle était décédée quand sa maman était en déplacement. Elle n'est pas en déplacement, elle était partie. Donc elle était peut-être rentrée à la maison. Je ne sais pas trop, mais elle n'était pas sur place à l'hôpital quand sa fille rendait l'âme. Donc quelqu'un avait remplacé la maman pour que la maman aille se débarbouiller. Mais non, pas derrière, la fille a rendu l'âme. Quand elle rend l'âme comme ça, la maman arrive à l'hôpital, on essaie un peu de distraire la maman. La maman s'est rendue compte que l'enfant est décédé. Donc elle a deviné que sa fille était décédée. Maintenant, après ça, on dit on va mettre le corps à la mort. La maman a dit non, ma fille n'est pas morte. Le Dieu que je prie ne peut pas permettre que mon unique fille meure. Elle a refusé qu'on mette le corps à la mort. Elle a donc dit on descend directement au village. La décision qu'elle avait prise, on avait d'abord mis le corps en attendant dans une chambre froide. Une chambre climatisée à l'hôpital général. Maintenant, on prend le corps, on amène au village à Bafin. Arrivé à Bafin, on l'a mis dans une chambre, dans la maison, dans une chambre. Et puis, dans la chambre, on l'avait posé sur des feuilles de bananier. Le corps a fait... Moi, j'étais très petite, hein. Donc, c'est ma maman qui nous racontait ça. Le corps a fait un truc de 2 semaines au sol, posé sur des bananiers. Après les 2 semaines, on a programmé le jour de l'enterrement. Tous sont arrivés au village, la veille s'est très bien passé. Maintenant, le samedi où il fallait enterrer, on a bien fait la cérémonie comme tous. Vous savez comment ça se passe au pays, le témoignage, tout ça. La collation. Après ça, quand on prend le corps pour mettre le cercueil, pour descendre dans la tombe, les gens descendent bien le cercueil dans la tombe. Maintenant, c'était l'heure des adieux. Tous ont parlé, même le papa a parlé. Après, la maman maintenant a parlé. Quand il fallait verser la terre, on écoute comment le cercueil. Donc, on écoute comment quelqu'un toque sur le cercueil. Coucou. Mais les gens se sont dit, peut-être qu'on hallucine seulement. Hein? Ils ont banalisé. Ils ont continué à verser la terre. On écoute encore coco, mais le coco là, on montait. Le volume, on montait. Donc, la personne cognait avec pression. Du genre où la personne s'étouffait. Donc, elle essayait de signaler que ouvrez-moi. Maintenant, tous ont fui. On trouvait ça bizarre. Ils ont fui. Quand ils fuient comme ça, la maman et le pasteur sont restés avec certains, même le propre père a fui, avec certains membres de la famille sont restés. Maintenant, le pasteur a dit n'aie pas peur, c'est ton sang. Rentre dans la tombe, tu ouvres. La maman a eu un peu peur, après elle a pris son courage, elle est rentrée dans la tombe, elle a ouvert. Aussitôt qu'elle ouvre, sa fille se lève, étant tellement essoufflée. Parce qu'on n'avait pas mis la vitre, donc le cercueil n'avait pas de vitre, le zingage, il n'y avait pas ça sur le cercueil. La fille sort, elle respire, donc elle était étouffée. Elle respire. Maintenant, sa peau était brûlée. Selon les explications
va prendre le chewing-gum. Selon les explications, la brûlure là, c'était parce que elle a fait le vendredi et le samedi dans le cercueil étant fermé. Donc une chance, c'était quoi? Que non, il n'y avait pas eu la vitre. Maintenant, sa mère essaie de l'aider. Elle se lève, elle arrivait à peine à marcher. Quand on la sort de la tombe, on l'amène au salon où était son corps. On demande, mais tu étais où, comme ça? C'est là qu'elle commence à donner les explications. Arrête le bruit. Les explications qu'elle était en train de monter les marches. Donc, toutes ces 2 semaines qu'elle était couchée, son corps était couché à la maison, chez ses grands-parents, chez ses grands-parents. Pendant ce temps, son esprit montait les escaliers. Maintenant, quand il fallait verser la terre pour dire adieu, c'est là que elle a marché sur la dernière marche, dans les derniers escaliers. Et puis arrivée, elle a vu une lumière. Quand elle entre dans la lumière, elle voit une maman, une vieille maman. La vieille maman lui demande, la maman lui donne son nom et lui demande que qu'est-ce que tu fais ici, ce n'est pas encore ton moment. Retourne d'où tu viens. La maman décide donc de la pousser. Elle retombe sur tous les escaliers qu'elle montait durant les 2 semaines. Et c'est comme ça, quand elle tombe, son esprit rentre dans elle et c'est comme ça qu'elle toque. Voilà, c'est là que la vieille dame en question a révélé que c'est son papa qui l'avait vendu pour être riche. Donc c'était ça ma petite histoire. Merci et bonne soirée. Voilà, c'était la dernière histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Dites ce que vous pensez de l'histoire en commentaire. On poste une vidéo tous les jours à 12h sur YouTube. Donc, je vous demande de vous abonner à la page pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, on se prend demain 12h. Laissez vos commentaires. Dites-nous de regarder la vidéo. Très bonne année à vous. Et voilà, on se prend demain.